J'ai vu de mes propres yeux mon mari sectionner les durites de frein de ma voiture. J'ai fait semblant de ne rien remarquer et j'ai prêté la voiture à ma belle-sœur. 1 heure plus tard, mon mari a reçu un appel de la police. On lui a annoncé que la voiture avait fait une chute mortelle dans un ravin. Les 2 femmes qui se trouvaient à bord ont péri dans l'accident. C'étaient sa mère et sa sœur. Mon mari s'est effondré. Bienvenue dans votre choix. Le vent mordant du début de l'automne, qui s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, me rappelait que la fin de saison approchait à Iaroslavl. Debout dans la cuisine de notre datcha, je remuais lentement le bortsch qui mijotait doucement dans une cocotte en fonte. Les arômes de betterave, de choux et d'aneth embaumaient l'air, mais ne parvenaient pas à réchauffer mon cœur. L'horloge murale indiquait 9h moins 10. La table était soigneusement mise, les couverts disposés avec soin. Mais le maître de la maison, mon mari, était absent. Je m'appelle Elena Mikhailovna. Le nom que mes parents m'ont donné dans l'espoir que ma vie serait paisible et digne. Mon père, Mikhail Alexandrovitch, est un entrepreneur renommé du secteur textile de Iaroslavl, et ma mère est issue d'une famille de la vieille ville. J'ai été élevée pour être la parfaite épouse. Et bien que j'ai grandi dans l'aisance, je n'ai jamais été arrogante. Cette année, j'ai eu 32 ans, un âge considéré comme idéal pour une femme. Mais pourquoi avais-je l'impression de me consumer comme une bougie au vent? Sergueï Ivanovitch, mon mari, rentra pile à midi. Le vrombissement strident du moteur d'une vieille Lada résonna dans la cour. Puis, des pas lourds et une forte odeur d'alcool emplirent la maison avant même qu'il n'y entre. Sergueï était issu d'une famille pauvre. Il a grandi dans un village reculé de la région de Tver, où les habitants travaillaient la terre du lever au coucher du soleil. Lorsque j'ai annoncé à mes parents mon intention de l'épouser, mon père a poussé un profond soupir et ma mère a fondu en larmes. Ils appréhendaient cette union si différente, craignant que nos modes de vie divergents ne détruisent notre amour. Mais à l'époque, je croyais en l'honnêteté et l'ambition de Sergueï. Je me trompais. Ou plutôt, j'étais trop naïf pour croire que l'amour d'une femme pouvait dompter la cupidité d'un homme. Te voilà enfin. Va te laver, le dîner est prêt. Tes raviolis préférés doivent être froids maintenant, dis-je doucement en lui tendant une serviette chaude. Sergueï repoussa brutalement ma main. Il s'affala sur le canapé en titubant et desserra le nœud de la cravate de prix que je lui avais choisi une semaine auparavant. Un dîner? Pour qui vous prenez-vous? Vous passez vos journées à cuisiner, et vous vous rendez compte du travail que je fournis? Si je ne prends pas un verre avec mes clients, je perds des contrats. Et si je bois, je rentre à la maison pour me faire sermonner par ma femme. Vous autres, les femmes, vous ne savez vivre que dans le confort. J'ai ravalé les mots qui me montaient à la gorge et retenu un soupir. Du réconfort. Depuis notre mariage, tous les fonds de son entreprise provenaient de mes parents. La société de logistique, dont il était le PDG, n'existait que grâce à une garantie bancaire signée par mon père. On m'appelait la fille à son papa. Mais après mon mariage, je n'ai jamais fui mes responsabilités. Lessive, cuisine, soins à ma belle-mère et à ma belle-sœur, je faisais tout à la perfection. À ce moment-là, ma belle-mère, Galina Petrovna, descendit les escaliers. C'était une femme d'une 60aine d'années, à la carrure robuste, avec un regard perçant qui semblait scruter tous ceux qui l'entouraient. Elle jeta un coup d'œil au dîner froid, puis me transperça d'un regard aussi tranchant qu'un couteau. Notre Sergueï rentre du travail épuisé, et au lieu d'un mot gentil, tu te plains du repas? Si la maîtresse de maison est incapable de tenir une maison accueillante, il n'est pas étonnant que le mari s'ennuie et aille chercher du réconfort ailleurs. Pauvre fille de riche. Tu ne comprends rien aux tâches ménagères. Ayant terminé sa tirade, elle s'approcha de son fils, changeant de ton pour adopter une attitude excessivement affectueuse. Mon fils, tu as eu une dure journée. Maman va te préparer un thé au miel au samovar pour soulager ta gueule de bois. Mon pauvre chéri, tu te démènes tellement pour cette famille, pour nourrir tous ces parasites. Le mot « parasite » m'a frappé de plein fouet. J'étais la directrice financière de cette entreprise. Je gérais toute la comptabilité moi-même afin que Sergueï puisse se concentrer sur le développement de l'activité. Les dépenses du logement, l'électricité, l'eau, les médicaments de ma belle-mère, et même les produits cosmétiques de ma belle-sœur, Alina Sergueïevna, tout était payé grâce aux dividendes de mes actions personnelles. Et pourtant, à leurs yeux, je n'étais qu'une parasite. J'ai baissé la tête et débarrassé la table en silence.
Je n'ai pas protesté. Ma mère disait toujours que le silence était source de paix. De plus, en tant que belle-fille dans une famille où le fils était roi, je savais que plus on parle, plus on se sent coupable. J'ai réchauffé la soupe, j'en ai versé un peu dans mon bol et je me suis forcé à patienter. Sergueï était sans doute ivre et tenait des propos incohérents, et sa mère était sévère car elle s'inquiétait pour lui. Le dîner se déroula dans un silence pesant. Après quelques cuillerées, Sergueï, encore sous l'effet de l'alcool, posa ses couverts. Il sortit son téléphone et commença à envoyer des SMS en souriant. Mon intuition me disait que quelque chose clochait. Récemment, Sergueï avait changé le mot de passe de son téléphone, rentrait de plus en plus tard, et des frais étranges apparaissaient de plus en plus fréquemment sur les factures de l'entreprise. Quand j'ai posé des questions, il s'est emporté, prétextant des frais de réception. À ce moment-là, ma belle-sœur, Alina Sergueyevna, a fait irruption dans la salle à manger. Elle avait 5 ans de moins que Sergueï, était vêtue de façon provocante, et son parfum bon marché, mêlé à un maquillage criard, masquait complètement l'odeur des plats. « Belle-fille, si tu as de l'argent liquide, prête-moi 500 €. Une amie m'a invité dans un spa, et ma carte est déjà à découvert, dit-elle sans préambule. J'ai levé la tête et j'ai répondu calmement. Alina, je t'ai déjà donné 1000 au début du mois. Ça ne fait que 2 semaines. Comment as-tu pu tout dépenser si vite? Les affaires de ton frère ne marchent pas bien en ce moment. Tu devrais peut-être être plus économe. Alina renifla et se tourna d'un air coquet vers Sergueï. Tu vois, mon frère, comme ta femme est avide. Sa famille a plus d'argent qu'elle ne peut en gérer, et pourtant elle fait des scènes pour des broutilles. Tu as épousé une femme riche, et ta jeune sœur n'en profite pas. Sergueï, levant les yeux de son téléphone, me lança un regard furieux. Donne-lui cet argent, bon sang. Elle est encore jeune, elle a besoin de sortir et de voir ses amis. Ça pourrait lui servir plus tard. Laisse tomber ta mesquinerie. Donne-lui l'argent. Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me suis levé en silence, suis entré dans la chambre et ai sorti 10 billets de 50 € de mon portefeuille. Je les ai tendus à Alina. Sans un mot de remerciement, elle a attrapé l'argent, l'a fourré dans son sac, s'est assise nonchalamment à table, a pris un morceau de pain et l'a trempé dans la sauce. C'est ce que tu aurais dû faire dès le début. Bon, je m'en vais, je ne dîne pas à la maison ce soir. Alina est partie. Galina Petrovna posa elle aussi ses couverts, se leva et me laissa seul devant la table froide. Je contemplais l'assiette dans mes mains. Le bortsch était délicieux. Mais pourquoi avait-il ce goût si amer? Je regardais Sergueï, l'homme que j'avais tant aimé. Pourquoi me paraissait-il désormais si étranger? Il était assis à côté de moi, mais où était son esprit? Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Sergueï ronflait à côté de moi, l'odeur d'alcool persistant. Je me suis tourné discrètement vers la fenêtre. Le pâle clair de lune filtrait à travers les branches, illuminant notre chambre spacieuse mais froide. Je me suis souvenu des paroles de mon père le jour de mon mariage. Le mariage, ma fille, c'est comme un pari. Il vaut mieux être chanceux qu'intelligent et beau. La chance m'avait-elle abandonné? Était-ce le karma d'une vie antérieure? Je m'appelle Elena. Je ne suis pas du genre à baisser les bras. Je crois toujours que si l'on vit honnêtement, le ciel nous aide. Il n'y avait qu'une chose que j'ignorais, la tempête ne se préparait pas dehors. Elle se préparait sous ce toit même, et l'incendie avait été allumé par mon propre mari. Un sinistre pressentiment s'insinua dans mon cœur, annonçant une catastrophe imminente qui allait anéantir tout ce que j'avais patiemment construit. Dans le calme de la nuit, le chant des grillons dans le jardin rendait l'endroit encore plus désert. Le réveil phosphorescent sur la table de chevet affichait 3h15. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur, arraché à un cauchemar. Dans mon rêve, je conduisais sur une route de montagne enveloppée de brouillard, les freins ne répondaient plus et la voiture plongeait dans un profond ravin. J'étais trempé de sueur, le cœur battant la chamade. Je me suis retourné, le siège de Sergueï était vide, les draps froids. Où était-il allé à cette heure-ci? Sans doute à la cuisine chercher de l'eau ou sur le balcon fumer une cigarette. J'ai essayé de me rendormir, mais une soif intense m'a contraint à me lever. J'enfilai des pantoufles et sortis sur la pointe des pieds de la chambre pour ne pas réveiller ma belle-mère qui se trouvait dans la pièce voisine.
La grande datcha était plongée dans l'obscurité. Seule la faible lumière jaune des lampadaires filtrait par les fenêtres. En descendant l'escalier pour aller chercher de l'eau, j'aperçus une lumière qui brillait sous la porte du garage. Notre garage était séparé de la maison, mais un passage intérieur y menait depuis la cuisine. Un voleur? Mon cœur rata un battement. Il y avait eu beaucoup de cambriolages dans le quartier ces derniers temps. Je me plaquai contre le mur froid, retenant mon souffle. Je n'osais pas allumer la lumière de peur d'effrayer l'intrus. La main tremblante, j'ai cherché mon téléphone à tâtons dans la poche de mon pyjama et j'ai ouvert l'application des caméras de sécurité. Il y en avait partout dans la maison, même dans le garage pour nos voitures. Parmi elles, une Lada blanche, cadeau de mariage de mon père auquel je tenais beaucoup. L'écran s'alluma et, grâce au mode nuit, je distinguais clairement le garage. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ce n'était pas le voleur sur l'écran, mais Sergueï. Il était en pyjama, mais, contrairement à son apparence de la soirée, il paraissait étrangement sobre. Sous la lumière froide du néon, son visage était dur et cruel, glaçant le sang. Il s'affairait sous la voiture. Un objet métallique brillait dans sa main. En zoomant, je reconnus une pince coupante. Que faisait-il? Réparer la voiture? Impossible. Qui répare une voiture à 3 heures du matin, comme un voleur, dans son propre garage? J'étais à bout de souffle, les nerfs à vif. Sergueï alluma la lampe torche de son téléphone, éclaira la zone autour de la roue et glissa la pince coupante profondément sous la voiture, là où passaient les conduites de frein. Bien que l'image fût muette, le bruit sec du métal qui se coupait résonna distinctement dans ma tête. Sergueï avait sectionné les durites de frein de ma voiture. Je portai la main à ma bouche pour étouffer un cri. Mes jambes fléchirent et je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Demain, je devais partir pour un long voyage afin de signer un contrat de fourniture de matériaux de construction dans une autre région. Le trajet comprenait une autoroute et des routes de montagne sinueuses. Si les freins lâchaient, une angoisse terrible me parcourait l'échine. Sergueï a tenté de me tuer. Mon mari, avec qui j'ai partagé des années de ma vie, que j'ai soutenu financièrement et personnellement, complotait froidement ma mort. Sur l'écran, après avoir accompli son acte odieux, il effaça soigneusement toute trace de son passage avec un chiffon, puis braqua de nouveau la lampe torche pour s'assurer qu'il ne restait aucune trace. Il se redressa, l'air satisfait, un sourire cruel aux lèvres. Ce n'était ni le sourire obséquieux qu'il avait adressé à mon père, ni l'expression irritée qu'il m'avait montrée. C'était son vrai visage, celui d'un démon sous un masque humain. Je le regardais éteindre la lumière et se diriger vers la cuisine. J'ai paniqué. Je ne pouvais pas l'affronter maintenant. S'il se rendait compte que j'avais tout vu, il me tuerait sur le champ pour me faire taire. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai enlevé mes pantoufles et j'ai dévalé les escaliers pieds nus, en essayant de ne faire aucun bruit. Je me suis précipité dans la chambre, me suis jeté sur le lit et j'ai remonté les couvertures jusqu'à ma tête, le cœur battant la chamade. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. J'ai entendu les pas feutrés de Sergueï. Il est resté longtemps près du lit. J'ai fermé les yeux très fort, feignant un profond sommeil, et j'ai régularisé ma respiration. J'ai senti son regard me transpercer. C'était le regard d'un meurtrier examinant sa victime avant l'exécution. Il s'est penché et j'ai senti son souffle sur mon visage. J'ai à peine pu contenir un frisson de dégoût et d'horreur. Dors bien, ma chérie. Tu as un long voyage devant toi demain. Repose-toi bien, murmura-t-il. Sa voix était douce, mais elle portait en elle toute la colère du monde. Puis il s'allongea près d'elle, remonta les couvertures, et en quelques minutes, ses ronflements redevinrent réguliers. Il put enfin dormir. Ayant planifié la mort de sa femme, il dormit paisiblement, comme si de rien n'était. Les larmes ruisselaient sur mon visage, imbibant l'oreiller. Je ne pouvais pas crier. Je les laissais couler en moi. Douleur, choc, colère, 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête. Était-ce pour de l'argent? Pour une jeune maîtresse dont j'avais vaguement entendu parler? Ou à cause de l'ego démesuré de cet homme, incapable de vivre dans l'ombre de la famille de sa femme? Je fixais le plafond sombre, les yeux écarquillés. Les ténèbres du péché emplissaient la pièce et mon mariage, que je considérais comme un havre de paix. Cette nuit-là me parut interminable.
Je le savais, à partir de cet instant, la femme naïve et aimante s'éteignait. Il ne restait plus qu'une femme profondément blessée, consumée par la haine et animée d'une volonté farouche de survivre. Je devais survivre. Je devais lui arracher son masque. Mais comment? Alors qu'il était couché à mes côtés, l'aube se leva et les faibles rayons du soleil matinal percèrent les rideaux. Mais le froid qui me glaçait le cœur ne se dissipa pas. Je passai la nuit entière figé comme une pierre auprès de mon mari traître, à élaborer méticuleusement mon plan. Quand Sergueï Ivanovitch se retourna et se réveilla, j'étais depuis longtemps debout devant ma coiffeuse, en train de me peigner. Le miroir reflétait un visage pâle et des cernes sous mes yeux, mais une étrange détermination brillait dans mon regard. J'appliquai une nouvelle couche de rouge à lèvres pour masquer ma pâleur, pris une profonde inspiration et adoptai une attitude sereine. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui » demanda Sergueï Ivanovitch d'une voix douce et traînante, en s'étirant. Il a fait comme si de rien n'était la nuit dernière. Je me suis retourné et j'ai esquissé un sourire. Je dois rencontrer notre partenaire à Kazan aujourd'hui. Je dois me préparer tôt. J'ai délibérément mentionné le voyage d'affaires, tout en observant sa réaction du coin de l'œil. Comme je m'y attendais, le coin de ses lèvres tressaillit légèrement et une étincelle malicieuse brilla un instant dans ses yeux, aussitôt dissimulée sous une fausse inquiétude. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Fais attention sur la route, elle est longue. Comment va la voiture? Je devrais peut-être l'emmener au garage pour une révision? Sa question m'a glacé le sang. Cherchait-il à tâter le terrain? Ou jouait-il le rôle du mari attentionné pour dissimuler son crime? Il savait pertinemment qu'il avait lui-même sectionné les durites de frein ce soir-là, et pourtant, il l'a avoué à voix haute. Son audace dépassait l'entendement. La voiture a été révisée le mois dernier. Rien d'inquiétant, ai-je répondu d'un ton aussi égal que possible, en remettant mes vêtements en place. Je vais descendre préparer le petit déjeuner. Ma belle-mère, Galina Petrovna, était déjà debout. Dans le petit coin prière du salon, elle égrenait son chapelet. Le bruissement régulier des grains entre ses doigts me paraissait étrangement inquiétant. Elle murmura une prière, « Je vous salue Marie », comme pour implorer la paix dans cette maison, ignorant que son propre fils était déjà en train de la détruire. Je posai une tasse de café au lait fumante devant Sergueï Ivanovitch. Il la dégusta avec appétit et m'adressa même quelques compliments. Vos crêpes sont les plus délicieuses, meilleures que celles de n'importe quel café. En le regardant manger, j'ai eu la nausée. C'était peut-être le dernier petit déjeuner que je lui servirais en tant que femme. J'avais envie de tout déchirer, de lui crier au visage, « Pourquoi as-tu fait une chose pareille ?» J'avais envie de ressortir l'enregistrement de la nuit dernière et de le faire jeter en prison sur le champ, mais la raison m'en a empêché. Si je dénonçais son crime maintenant, il n'irait pas vraiment en prison. Il dirait qu'il vérifiait simplement la voiture, ou, au pire, il prétendrait qu'il s'agissait de dégâts matériels. Grâce à l'influence de sa famille dans son village et à sa ruse, il pourrait s'en tirer avec une peine légère, voire même échapper à la justice. Il me fallait des preuves plus convaincantes. J'ai dû le contraindre à révéler sa véritable nature, un meurtrier, un lâche avide. De plus, je devais protéger la fortune de mes parents et l'honneur de notre famille. Un divorce médiatisé pour tentative de meurtre aurait été une tâche indélébile et un coup dur pour mes parents, tous deux atteints de maladies cardiaques. Il me fallait de la patience. On dit que la vengeance d'un gentleman peut prendre 10 ans. Que dire de la vengeance d'une femme trahie? J'ai rapidement essuyé la larme qui m'était montée au coin de l'œil, faisant semblant d'aller chercher de la confiture. « Belle fille, belle fille !» La voix claire d'Alina Sergueïevna résonna depuis l'embrasure de la porte. « Voici la belle-sœur, qui sème la zizanie depuis le matin. » Alina entra dans la pièce vêtue d'une robe courte et portant un petit sac à main de marque. « Oh! Tu vas travailler? Super, je ne suis pas en retard. » Elle s'est approchée de la table, a pris une crêpe directement dans l'assiette de Sergueï Ivanovitch et l'a mise dans sa bouche. « Qu'est-ce qui ne va pas, Alina? Il s'est passé quelque chose d'urgent si tôt? » demandai-je, ma voix incapable de dissimuler ma fatigue. Alina mâcha et sourit largement. « En fait, aujourd'hui je pars en voyage photo dans l'Oural avec mes meilleurs amis. Ils arrivent tous en belle voiture. Je vais avoir l'air ridicule sur mon scooter. Belle-sœur, tu pourrais me prêter ta Lada quelques jours? Juste pour impressionner. » J'ai été paralysé.
Emprunter une voiture avec des freins défectueux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Une pensée sombre m'a traversé l'esprit, si je donnais la voiture à Alina, l'accident lui arriverait à ma place. Alina n'était pas une sainte. Elle m'avait extorqué de l'argent à plusieurs reprises, m'avait calomnié auprès de ma belle-mère et avait incité Sergueï Ivanovitch à me traiter avec mépris. Si quelque chose lui était arrivé, justice aurait été faite. Mais ma conscience, la conscience d'une personne digne de ce nom, m'a ramené à la réalité. Non, je ne pouvais pas faire ça. Aussi répugnante qu'ait été Alina, elle restait humaine. Je ne pouvais pas devenir un meurtrier sous l'influence d'autrui. Je ne pouvais pas être aussi cruel que Sergueï. Je ne voulais pas me salir les mains. J'ouvris la bouche pour refuser. J'allais dire que la voiture était en panne ou que j'en avais besoin de toute urgence. Mais avant que je puisse prononcer un mot, Sergueï Ivanovitch posa ses ustensiles. Son visage se crispa. Non. Cria-t-il si fort que nous en sommes toutes restées bouche bée, Alina, Galina Petrovna et moi. Alina était confuse. Pourquoi pas? C'est absurde. Frère, c'est la voiture de ta femme, pas la tienne. Pourquoi t'en mêles-tu? Elle n'a encore rien dit. Sergueï Ivanovitch était pris de panique. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il le savait parfaitement, cette voiture était devenue un cercueil roulant. Il voulait tuer sa femme, pas sa propre sœur. Votre belle-fille doit faire un long trajet pour le travail aujourd'hui. Elle a besoin d'une voiture. Si vous en avez vraiment besoin, prenez ma camionnette, marmonna-t-il, s'accrochant à cette excuse. Alina fit la grimace et s'indigna. PFF, comment je vais conduire cette voiture affreuse, et en plus elle pue? Je porte une jupe, comment je suis censé rentrer dedans? Et puis, pour prendre de belles photos, il me faut une belle voiture. Et si ma belle-fille doit aller en voyage d'affaires, qu'elle prenne la voiture de fonction ou un taxi. Il y a plein de solutions, non? Belle-fille? Tu aimes ta jeune belle-sœur plus que tout, n'est-ce pas? Prête-moi la tienne. Je te la rendrai demain après le déjeuner, promis. Alina s'accrochait à ma manche en battant des cils. Galina Petrovna intervint. Elena, sois gentille avec ta belle-sœur. Ce n'est rien. Une voiture, c'est une voiture. Puisque tu es la belle-fille dans cette maison, sois prête à faire des compromis. Laisse-la frimer devant ses amis. Je me trouvais à la croisée des chemins. D'un côté, ma conscience. De l'autre, l'occasion de forcer Sergueï Ivanovitch à tomber le masque, ou du moins à éprouver de la peur. Je le regardais. Son visage était gris. Ses yeux me suppliaient, mais sa bouche restait close, il ne pouvait pas dire la vérité. S'il prétendait que la voiture était en panne, il devrait s'expliquer, et alors la preuve du sabotage serait révélée sur les conduites de frein. Un silence pesant s'abattit sur la table. Je fixai Alina, ma belle-mère, et Sergueï Ivanovitch droit dans les yeux. À ce moment-là, j'ai compris l'extrême lâcheté de mon mari. Il avait eu le courage de tuer, mais pas celui d'avouer pour sauver sa propre sœur. Très bien, dis-je d'une voix glaciale. Si tu veux le prendre, Alina, alors prends-le. Sergueï Ivanovitch se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. Elena. Tu es folle? Tu es censée aller à Kazan aujourd'hui. J'ai esquissé un sourire, teinté de mépris. Je ne me sens pas bien. Je ne pense pas pouvoir y aller. Je demanderai au chauffeur de la société de me remplacer. Si Alina veut une voiture, qu'elle la prenne. Les clés sont sur le guéridon près de la télévision. J'ai fait un pari. Un pari sur le courage de Sergueï Ivanovitch d'arrêter sa sœur à tout prix, sur sa conscience familiale qui l'emporterait sur sa peur de révéler le péché. Et au fond de moi, je priais pour qu'Alina reste en vie, ou pour que la voiture cale avant même que nous franchissions le portail. Alina laissa échapper un cri de joie et courut chercher les clés. Merci, ma chère belle-fille, tu es la meilleure. Sergueï Ivanovitch se figea, les poings serrés, les yeux injectés de sang, tandis qu'il la regardait partir. Il avait envie de crier, de se précipiter, d'arracher les clés, mais ses jambes étaient comme du plomb. Il avait peur, s'il intervenait trop brusquement, je me méfierais. Il craignait que le plan ne soit découvert. L'égoïsme et la lâcheté le paralysaient. Je me suis retourné et je suis monté dans la chambre,
et les larmes ont recommencé à couler. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un démon non plus. Ma résolution était-elle une erreur? Ai-je indirectement poussé Alina à la mort? Mais cette famille, cette union toxique entre une mère et son fils m'a poussé à bout. On récolte ce que l'on sème. Le sort en était jeté. La machine, portant le poids d'une vie et l'effondrement d'une famille, se rapprochait inexorablement de sa destination. Le moteur de la Lada rugit, puis le bruit s'évanouit derrière les lourdes grilles de fer. Alina était partie, emportant avec elle son insouciance juvénile, sa vanité et la condamnation à mort que son propre frère avait signée sans le savoir. Lorsque les grilles se refermèrent, la maison tomba dans un silence de mort. Caché derrière un rideau au 2e étage, je regardais la voiture blanche disparaître dans l'agitation matinale jusqu'à n'être plus qu'un minuscule point. Ma poitrine se serra si fort que j'avais du mal à respirer. Que avais-je fait? J'étais devenu complice de mort. La culpabilité m'envahit, mais elle fut aussitôt balayée par le souvenir cruel de Sergueï Ivanovitch, pince coupante à la main, sectionnant des conduites de frein en pleine nuit. Je me retournai et le regardai. Il restait figé dans le salon, le visage blême, fixant le vide au-delà du portail. Il serrait si fort les accoudoirs du canapé que ses jointures blanchissaient. Il tremblait. Je savais à quoi il pensait. Il imaginait la scène, les freins qui lâchent dans la descente, le visage de sa sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Tu as un rhume? Demandai-je en descendant les escaliers. Ma voix était étrangement calme, même si mon cœur battait la chamade. Sergueï Ivanovitch frissonna comme un voleur pris sur le fait et se tourna brusquement vers moi, le regard perdu et paniqué. Non, j'ai juste eu un vertige. J'ai dû trop boire hier soir, mentit-il, mais le tremblement dans sa voix le trahit. Il sortit son téléphone à la hâte et composa un numéro d'une main maladroite. Du coin de l'œil, je le vis appeler Alina. Voulait-il l'arrêter? La prévenir? Mais comment aurait-il pu? Alina, ne pars pas, j'ai fichu les freins. Il était tombé dans son propre piège mortel. L'abonné est temporairement indisponible, annonça la voix impersonnelle du répondeur. Sergueï Ivanovitch baissa la main, impuissant, le visage crispé. D'habitude, Alina conduisait avec la musique à fond, son téléphone rangé dans un sac sur la banquette arrière. Le destin avait peut-être tout simplement bloqué le signal. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Alina? Elle est partie il y a à peine 10 minutes, ai-je demandé en faisant semblant de ne rien savoir et en lui tendant un verre d'eau. Sergueï Ivanovitch prit le verre, mais ses mains tremblaient tellement que l'eau se répandit. Il hésita. Non, je voulais juste lui dire de faire attention. Les freins de cette voiture, ils ont été un peu faibles ces derniers temps. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon regard froid comme une lame. Vos freins sont-ils faibles? À l'instant, quand je vous ai suggéré d'emmener la voiture au garage, vous m'avez dit que tout allait bien. Et je n'ai jamais eu le moindre problème. Vous vous inquiétez pour rien. Sergueï Ivanovitch se tut. Il n'osa pas me regarder et détourna rapidement le regard, finissant son verre d'eau d'un trait. Malgré la chaleur ambiante, des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il arpentait le salon, attrapant nerveusement son téléphone avant de le reposer aussitôt. La culpabilité et la peur le rongeaient à chaque instant. Le temps s'étirait interminablement. 1, 2, 3, il était déjà 11 heures du matin. Galina Petrovna rentra du marché, fière d'avoir acheté du poisson frais, elle voulait préparer un bon repas pour son fils. Elle ne se rendait pas compte que son fils avait maintenant un goût amer dans la bouche. Qu'est-ce qui ne va pas avec Sergueï aujourd'hui? Il est tout blanc. Quelqu'un lui aurait-il jeté un sort, par hasard? Maman peut appeler le prêtre si tu veux, dit-elle en touchant anxieusement le front de son fils. Sergueï Ivanovitch repoussa sa main avec irritation. Maman, laisse-moi tranquille, d'accord? Arrête de m'embêter. Ma belle-mère était abasourdie. Jusqu'à présent, Sergueï Ivanovitch avait été un fils modèle, il ne lui avait jamais crié dessus. Elle se tourna vers moi, et le reproche passa de nouveau dans ses yeux. Tu as encore contrarié mon fils. Tu es sa femme, et tu ne sais même pas comment le réconforter. Tu l'as laissé s'énerver autant. Je restai silencieuse, coupant des légumes, sans répondre. J'attendis. J'attendais cet appel fatidique.
Un tourbillon d'émotions contradictoires se déchaînait dans ma tête, une partie de moi se réjouissait que le coupable paie pour ses actes, l'autre redoutait les conséquences désastreuses. Je ne voulais pas qu'Alina meure. Franchement. J'espérais juste que la voiture cale ou heurte quelque chose sans gravité, juste assez pour effrayer Sergueï Ivanovitch. Mais la route qui menait aux montagnes était pleine de cols dangereux. Quelles étaient les chances de survie avec des freins défectueux? J'ai regardé ma montre, midi. Si elle roulait vite, Alina serait déjà sur l'ancienne route du col, un endroit réputé pour ses virages dangereux et ses précipices. L'air de la maison était devenu irrespirable, comme avant un orage. Sergueï Ivanovitch, recroquevillé dans un coin du canapé, fixait le journal télévisé, mais je savais que ses pensées étaient ailleurs. Et ce qui devait arriver était arrivé. La sonnerie du téléphone de Sergueï Ivanovitch rompit le silence. La chanson qu'il avait jouée me parut étrangement triste. Il grimaça, manquant de laisser tomber son téléphone. Il jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. L'indicatif régional, celui de la région où Alina était partie. Le visage de Sergueï Ivanovitch se décomposa. Il tremblait tellement qu'il était incapable d'appuyer sur le bouton de réponse. Il me regarda, les yeux implorant de l'aide. Mais je restais assis là, le fixant froidement. « Bonjour », parvint-il à articuler d'une voix étouffée. J'ai entendu quelqu'un parler rapidement à l'autre bout du fil. Puis j'ai vu les yeux de Sergueï Ivanovitch s'écarquiller. Ses pupilles se sont dilatées. Le téléphone lui a glissé des mains et est tombé au sol dans un bruit sourd. Il a ouvert la bouche, a voulu dire quelque chose, mais n'y est pas parvenu. Et il s'est effondré à genoux. « Oh mon Dieu, mon fils! Que se passe-t-il » hurla Galina Petrovna en se précipitant pour l'enlacer. J'ai posé le panier de légumes et je me suis approché. Mais contrairement à ma belle-mère paniquée, je me suis penché calmement et j'ai décroché le téléphone. La communication n'a pas été coupée. J'ai porté le combiné à mon oreille. Bonjour. Vous. Bonjour. Êtes-vous un proche du propriétaire du véhicule immatriculé? Ici l'équipe de secours en montagne, et la police est également en ligne. La voiture a eu un grave accident et est tombée dans un ravin. Mes oreilles se mirent à bourdonner. J'avais beau me préparer mentalement, entendre ce bourdonnement de mes propres oreilles, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Alina Sergueyevna avait bel et bien été victime d'un accident, et Sergueï Ivanovitch était officiellement devenu un meurtrier. Cette terrible nouvelle tomba à midi pile, par une chaude journée d'été. Le calme de la maison fut instantanément brisé par les sanglots déchirants de Galina Petrovna. Elle hurlait le nom de sa fille, se débattant sur le carrelage froid. Elle ignorait encore la cause de l'accident. Elle avait seulement entendu la voiture plonger dans le ravin et son instinct maternel l'avait submergée. Sergueï Ivanovitch perdit connaissance un instant, puis reprit ses esprits. Mais c'était le réveil d'une bête traquée. Il se redressa d'un bond, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang, les veines de son cou saillantes. Il se précipita vers la porte en marmonnant comme un fou. Non. Ce n'est pas possible. Alina. Il voulait enfourcher la moto et faire la course, mais ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait même pas à insérer la clé dans le contact. Je devais être le pilier de cette famille qui s'effondrait. J'ai appelé notre chauffeur et je lui ai dit de préparer immédiatement un 7 places. J'ai aidé Galina Petrovna à monter. J'ai pratiquement poussé Sergueï Ivanovitch sur la banquette arrière et me suis assis à l'avant, à côté du conducteur. Pendant tout le trajet depuis notre datcha près de Tver jusqu'au col, la voiture était imprégnée d'une odeur de camphre et de sanglots. La pluie s'est mise à tomber, et le bruit des grosses gouttes frappant les vitres ressemblait aux lamentations d'une âme perdue. Sergueï Ivanovitch resta figé, les yeux rivés sur les ruisselets blancs de pluie. Dans le rétroviseur, je vis ses mains jointes, ses ongles s'enfonçaient dans sa peau jusqu'au sang. Il souffrait sans doute de la mort de sa sœur. Mais dans ses yeux, je lus une peur pire que la mort. C'était la peur de celui qui savait qu'il était coupable. S'il n'avait pas été si avide, s'il ne lui était pas venu à l'esprit de tuer sa femme pour son héritage, Alina serait aujourd'hui en train de se détendre dans un spa ou de faire du shopping. C'était lui-même qui avait ôté la vie à sa sœur. Le prix à payer était trop élevé, plus élevé que sa propre vie. Assise à l'avant, j'étais partagé entre deux sentiments. J'avais pitié d'Alina, mais 10 fois plus pour moi-même.
Aussi agaçante et méchante qu'elle ait pu être, elle ne méritait pas une mort aussi horrible. Mais à y réfléchir, si j'avais été dans cette voiture, si je n'avais pas découvert le plan de Sergueï Ivanovitch, je serais étendue, morte, au fond de ce ravin, et lui, il jouerait le rôle du mari éploré, sanglotant et attendant son héritage. Cette pensée me glaça le cœur à nouveau. C'était le karma, on récolte ce qu'on sème. Quand nous sommes arrivés au col, la nuit tombait déjà. Le lieu de l'accident était bouclé. Les gyrophares des voitures de police et des ambulances clignotaient dans l'épais brouillard, rendant l'atmosphère étrange et glaçante. Une partie de la barrière métallique était arrachée, et de longues traces de freinage sillonnaient l'asphalte mouillé. À cette vue, Galina Petrovna perdit connaissance et les secouristes accoururent à son secours. Sergueï Ivanovitch resta figé sur place, incapable d'approcher le bord du ravin. L'inspecteur Pakomov, responsable des opérations sur les lieux, s'est approché de nous. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, de forte corpulence, au regard perçant, comme s'il pouvait lire dans les âmes. « Bonsoir. Êtes-vous de la famille du défunt » Sa voix était basse et impérieuse. J'ai ravalé mes émotions et j'ai hoché la tête. « Oui. Nous sommes son frère et sa belle-sœur. Dites-moi. Comment va-t-elle » L'enquêteur Pakomov secoua doucement la tête en enlevant sa casquette, la compassion se lisait sur son visage. « Je suis vraiment désolé. La voiture a fait une chute d'une cinquantaine de mètres et a percuté des rochers. La victime est décédée sur le coup. Le corps a été récupéré et est actuellement transporté à la morgue de l'hôpital régional pour les examens médico-légaux. » Quand les mots « mort sur le coup » furent prononcés, Sergueï Ivanovitch s'effondra sur le sol détrempé. Il se couvrit le visage de ses mains et se mit à sangloter. Mais ses sanglots étaient étranges. Ce n'était pas un cri de désespoir, plutôt un gémissement étouffé, comme s'il était étranglé. Il avait peur. Peur d'affronter la vérité. Peur de voir le corps mutilé de sa sœur. Peur du regard accusateur de son âme morte. L'inspecteur Pakomov l'observait attentivement. Avec plus de 20 ans d'expérience, il avait forcément senti que quelque chose clochait chez ce « frère ». D'ordinaire, les proches s'enquièrent des raisons du décès et exigent de voir le corps. Mais Sergueï Ivanovitch, lui, ne l'a pas fait. Il s'est recroquevillé, évitant le regard des policiers. D'après les premières informations, commença l'enquêteur en gardant les yeux fixés sur Sergueï Ivanovitch, il n'y a pas eu de collision avec un autre véhicule. Les longues traces de freinage indiquent que le conducteur a tenté de ralentir, mais sans succès. Les freins ont probablement lâché subitement dans la descente. Les mots « frein défaillant » frappèrent Sergueï Ivanovitch comme un coup de massue. Il grimaça, regarda l'enquêteur, puis baissa aussitôt les yeux. Malgré le froid humide, il transpirait abondamment. Les freins ont lâché, comment est-ce possible ? La voiture sortait tout juste du garage. Il bégayait, sa voix était brisée. Un examen technique permettra de le déterminer, répondit l'enquêteur. Mais vous dites que la voiture a été révisée récemment. Avez-vous des documents pour le confirmer ? J'ai rapidement posé la main sur l'épaule de Sergueï Ivanovitch, sentant clairement son tremblement, et je suis intervenu. Camarade enquêteur, la voiture est à moi. Je la fais entretenir régulièrement. Mon mari est sous le choc et complètement désemparé. Je devais partir en voyage d'affaires hier, mais ma belle-sœur m'a demandé de lui prêter la voiture et j'ai accepté. Je n'aurais jamais imaginé que cela se produirait. Je me suis interrompu, feignant d'essuyer une larme avec un mouchoir. L'inspecteur Pakomov a hoché la tête et a pris des notes, mais la suspicion dans son regard ne s'est pas complètement dissipée. Il fallait aller à l'hôpital pour l'identification. La distance n'était pas longue, mais elle m'a paru une éternité. Sergueï Ivanovitch, recroquevillé dans un coin, parlait d'une voix étrangement basse. Il n'osait pas me regarder. Il savait, j'étais censé être dans cette voiture. Il savait, cette mort m'était promise. Et maintenant, il se demandait, étais-je au courant de quelque chose ? La remise de la voiture était-elle un accident ou un acte délibéré ? Le doute semé dans l'esprit d'un criminel multiplie la peur. La morgue de l'hôpital était glaciale et l'odeur âcre du formol était insoutenable. Sous la lumière froide des lampes, des brancards recouverts de draps blancs étaient alignés. Galina Petrovna, rassemblant ses dernières forces, voulait voir une dernière fois le visage de sa fille. Je la soutenais,
Sergueï Ivanovitch me suivant comme un automate. Lorsque le médecin légiste souleva le drap, le visage d'Alina apparut. Ses yeux étaient clos. Son doux visage, d'ordinaire si joliment maquillé, était maintenant d'une pâleur cadavérique, couvert de coupures et de contusions. Le cou avait gravement déformé un côté de sa tête, les médecins tentèrent de le dissimuler, mais l'horreur était insoutenable. Ce matin même, elle souriait, bavardait, réclamait de l'argent, rêvait de son voyage photo. Et maintenant, cette jeunesse s'est arrêtée à jamais à 27 ans, au pied d'une falaise glaciale. « Alina ma fille, pourquoi m'as-tu quitté ? Ciel, que tu es cruel. Pourquoi ne m'as-tu pas prise à sa place ?» hurla Galina Petrovna, agrippée au corps froid. Les sanglots d'une mère qui avait perdu son enfant firent pleurer même ceux qui l'entouraient. J'ai pleuré aussi, pour une vie fauchée en plein vol. Pour la cruauté de l'avidité qui avait conduit une famille à la tragédie. Sergueï Ivanovitch, figé devant la porte, agrippait le chambranle si fort que sa peau saignait. Il n'osait pas s'approcher. Il regarda sa sœur, les yeux écarquillés d'horreur. Pour lui, Alina n'était plus seulement sa sœur, elle était devenue la preuve qui, même morte, l'accusait. Il imagina le sang suinté de la blessure à sa tête, des lèvres murmurant « Frère, pourquoi m'as-tu tué ?» Il recula, trébucha et vomit dans le couloir. Il vomissait de la bile. Il vomissait l'horreur qui le submergeait. Je me suis approché de Sergueï Ivanovitch, je lui ai tendu une bouteille d'eau et je lui ai tapoté doucement le dos, tout son corps tremblait. « Calme-toi. C'est fait, c'est fait. Tu dois être forte pour soutenir ta sœur jusqu'au bout. Ta mère s'évanouit tout le temps. Tu es la seule personne sur qui elle peut compter maintenant. » Sergueï Ivanovitch leva les yeux vers moi. Ils étaient rouges, remplis de larmes. Il me regarda comme s'il avait vu un fantôme. Pourquoi ? Pourquoi étais-je si calme ? Pourquoi m'occupais-je de lui avec tant d'attention, comme si de rien n'était ? Ma normalité était ce qu'il y avait de plus anormal où elle le rendait fou. Je me suis penché vers son oreille et j'ai murmuré. Ma voix était douce, basse, comme un souffle, mais chaque mot était un coup de poignard en plein cœur. Je plains tellement Alina, n'est-ce pas ? C'est comme si son sort était déjà scellé. Heureusement que j'ai eu un mal de tête soudain hier et que je ne suis pas allé la voir. Sinon, je serais encore sous ce drap froid. Et ça aurait été 2 fois plus dur pour toi. Mes mots le frappèrent comme un éclair. Il se figea, me fixant du regard, retenant son souffle. Il scruta mon visage à la recherche du moindre indice. Plaisantais-je ou insinuais-je quelque chose ? J'ai soudainement mal à la tête, le savais-je ? L'avais-je fait exprès ? Mais mon visage, à cet instant, demeura triste et innocent sans la moindre trace de haine ni de triomphe. Et c'est précisément cette innocence qui constitua l'attaque psychologique la plus brutale. Elle plongea Sergueï Ivanovitch dans un labyrinthe de doutes. Il ne distinguait plus le vrai du faux. Il ne pouvait plus poser de questions ou une question aurait été un aveu. Il ne pouvait qu'avaler ce qui lui montait à la gorge, comme si 1000 aiguilles lui transperçaient la peau. « Quoi de quoi parles-tu » murmura-t-il d'une voix faible, en évitant mon regard. J'ai soupiré, lui ai tapoté doucement l'épaule et me suis détourné pour régler les formalités d'hôpital. Je le savais, à partir de cet instant, Sergueï Ivanovitch ne trouverait plus jamais le sommeil. La mort tragique de sa sœur et mes paroles ambiguës entraient ses rêves. L'inspecteur Pakomov se tenait non loin de là, appuyé contre le mur. Il tenait une cigarette à la main, mais ne l'avait pas allumée. Le regard perçant d'un policier expérimenté continuait de nous observer, mon mari et moi. Il remarqua les vomissements étranges de Sergueï Ivanovitch et son sursaut lorsque je lui chuchotai quelque chose à l'oreille. « Il y a quelque chose qui cloche », dit-il en écrasant sa cigarette et en sortant son téléphone. « Allô ? Il nous faut un examen approfondi du lieu de l'accident sur le col. Concentrez-vous sur le système de freinage. Rassemblez toutes les images des caméras embarquées et des caméras le long de la route. J'ai le sentiment que c'est plus qu'un simple accident. Les filets de la justice céleste sont vastes, mais rien n'y échappe. » Sergueï Ivanovitch pensait que son plan était parfait, mais il ignorait que chaque crime laisse des traces. Et, plus important encore, il devait désormais faire face à 2 juges, la loi inflexible qui avait déclenché l'enquête, le tribunal de sa conscience et la vengeance silencieuse de la femme qu'il méprisait. Cette nuit-là, nous avons ramené le corps d'Alina à Tver.
Le corbillard avançait lentement sous la pluie nocturne. Assise près du cercueil de ma belle-sœur, une douleur sourde et lancinante me consumait. L'odeur âcre de l'encens emplissait l'espace exigu. Je contemplai le portrait d'Alina souriante et fis une promesse intérieure, « Alina, pardonne-moi de n'avoir pu t'empêcher de mourir. Mais je te le promets, ta mort ne sera pas vaine. Je ferai en sorte que le coupable paie pour ses actes, afin que ton âme repose en paix. » Pendant ce temps, Sergueï Ivanovitch, recroquevillé dans un coin de la voiture, avait les yeux fermés et le front ruisselant de sueur. Il rêvait de la pince coupante et de ce claquement sec, typique de la nuit. Ce bruit avait sectionné les durites de frein, lui coupant ainsi le chemin du retour. Les funérailles d'Alina eurent lieu un jour de pluie fine. La pluie d'été près de Tver tombait sans relâche, comme si elle voulait laver la poussière du monde, mais ne pouvait effacer le péché noir qui s'était gravé dans le cœur des survivants. Notre datcha, d'ordinaire si paisible, était désormais baignée de la blancheur des bandelettes et des foulards de deuil. Les cris et les lamentations du deuil continuaient sans relâche, me transperçant le cœur. Vêtu d'un manteau noir et d'un bandeau blanc, je me tenais silencieusement près du cercueil, remerciant ceux qui étaient venus me présenter leurs condoléances. J'incarnais à la perfection le rôle de la belle-fille vertueuse, anéantie par la mort de sa jeune belle-sœur. Chaque fois qu'on me serrait la main pour me réconforter, j'essuyais discrètement une larme et remerciais d'une voix tremblante. Dehors, tous plaignaient notre famille, ma jeune belle-sœur était morte, ma mère âgée était inconsolable, mon frère semblait avoir perdu la raison. Sergueï Ivanovitch était agenouillé devant le portrait, tenant des bougies et de l'encens. La fumée âcre lui piquait les yeux rougis. Il ne pouvait plus pleurer. C'était comme si ses larmes s'étaient taries à la morgue. La peur avait peut-être paralysé ses glandes lacrymales. Il fixait le portrait d'Alina. Sur la photo, elle souriait largement, et son regard pétillant semblait fixer son frère droit dans les yeux et lui demander « Frère, est-ce toi qui as fait ça ?» J'observais chacun de ses gestes. Il sursautait au moindre coup de cloche ou bruit sec. Il tressaillait lorsqu'un courant d'air froid faisait vaciller la flamme des bougies. Il craignait l'obscurité, même la faible lueur des bougies. Parfois, il marmonnait, et lorsqu'on versait le vin funéraire, ses mains tremblaient et il en renversait partout sur le linge. Un parent éloigné s'est approché, a présenté ses condoléances et a tapoté l'épaule de Sergueï Ivanovitch. « Tiens bon, mon garçon. C'est la volonté du ciel que tu sois parti si tôt. Tu es désormais le pilier de la famille. Tu dois être fort pour ta mère. » Sergueï Ivanovitch tressaillit comme s'il avait reçu une décharge électrique et fixa l'homme d'un regard empli de suspicion et de peur. Il balbutia. « Oui, oui. La volonté du ciel, c'est la volonté du ciel. Oui, c'est la volonté du ciel. C'est la volonté du ciel, répétait Sergueï Ivanovitch, s'accrochant à ces mots comme s'il pouvait sauver sa conscience tourmentée. Oui, c'est la volonté du ciel. C'était un accident. Ce n'était pas moi. Il semblait s'être hypnotisé lui-même. Mais au fond de lui, l'image des pinces coupantes et des conduites de frein sectionnées revenait sans cesse, aussi nette qu'au ralenti. Galina Petrovna était alitée et, chaque fois qu'elle se réveillait, elle pleurait en appelant sa fille. Je restais près d'elle, lui donnant du bord chaud et lui lavant le visage. Elle me regardait toujours avec ressentiment et colère, mais elle était trop faible pour me gronder vraiment. « C'est à cause de toi si tu ne lui avais pas donné la voiture », parvint-elle à articuler difficilement d'une voix rauque. J'ai continué à essuyer doucement son visage, mais mon cœur était froid. « Repose-toi, maman. Personne ne souhaitait cette tragédie. Je souffre beaucoup aussi. » La nuit tomba, les visiteurs partirent, et seule la famille resta assise près du corps. Un silence pesant régnait dans la maison. Seuls les chants d'une petite radio parvenaient à percer le silence. Sergueï Ivanovitch, recroquevillé dans un coin de la pièce, fixait le vide. Il n'osait pas dormir. Il craignait qu'Alina ne vienne le trouver, assoiffé de vengeance. Je lui ai apporté un bol de soupe au poulet bien chaude. Le parfum des oignons verts et du gingembre était délicieux, mais pour lui, ça avait sans doute le goût de paille. Mange un peu, reprends des forces. Tu n'as rien mangé de la journée, dis-je doucement. Sergueï Ivanovitch leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, cernés d'ombres profondes, et sa barbe naissante semblait avoir poussé du jour au lendemain. Il regarda la soupe, puis moi. Il y avait de la méfiance dans son regard. Avait-il peur que j'aie empoisonné la soupe?
L'homme qui avait tenté de tuer sa femme craignait maintenant qu'elle ne se venge de lui comme il l'avait imaginé. Laisse-le. Je n'en veux pas. Enlève-le, dit-il d'une voix rauque en repoussant ma main. Je n'ai pas insisté et j'ai posé calmement le bol sur la table. Je me suis assise en face de lui et l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard n'était plus faible ni soumis. Il était profond et serein, comme un lac d'automne, reflétant son âme sombre. Sergueï, commençai-je doucement. J'y pense sans cesse. C'est une étrange coïncidence, n'est-ce pas? Le jour même où je devais faire un long trajet en voiture, mes freins ont lâché. Et ce même jour, Alina l'a prise. C'est peut-être un signe du ciel. Tu ne crois pas? Sergueï Ivanovitch grimaça et s'agrippa aux accoudoirs. La sueur perla de nouveau sur son front. Il s'efforça de garder un visage impassible. De quoi parlez-vous? Un accident est un accident. Quel genre d'avertissement? Assez de superstition. Ce n'est pas de la superstition, ai-je poursuivi calmement. Cela me paraît juste étrange. On dit que les gens meurent des péchés qu'ils ont commis. Mais Alina n'avait aucune expérience avec les machines, le cœur humain n'est pas si facile à comprendre. Croyez-vous au karma? J'ai insisté sur le mot « karma » doucement mais avec insistance. Sergueï Ivanovitch évita mon regard et baissa la tête. Il respirait bruyamment, la poitrine soulevée par une forte accélération. Il aurait voulu me crier de me taire, mais sa gorge était nouée. Il avait l'impression que je le dépouillais jusqu'à l'os, que je perçais à jour son âme sombre. Tais-toi, nous sommes aux funérailles de ma sœur. Fais attention à ce que tu dis, grogna-t-il si bas que nous seuls pouvions l'entendre. Je me suis levé, j'ai redressé mon manteau de deuil et j'ai soupiré doucement. Alors repose-toi. Je vais voir maman. Mais surveille Alina. On dit que les jeunes qui meurent en martyrs sont très forts. Ils ne pardonnent jamais à ceux qui leur ont fait du mal. Je suis parti, laissant Sergueï Ivanovitch seul avec les ténèbres et la peur qui l'entouraient. Son ombre s'étirait sur le mur, tordu et difforme, à l'image de son âme désormais. Je savais que cette nuit serait tout aussi interminable pour lui. Le lendemain matin, le cercueil fut déposé. Une pluie fine continuait de tomber et le cortège funèbre se dirigea silencieusement vers le cimetière. Le corbillard avançait lentement, dispersant des billets de banque commémoratifs sur l'asphalte mouillé. Assise dans la voiture, je tenais le portrait de ma belle-sœur et regardais Sergueï Ivanovitch s'éloigner. Il avait visiblement maigri et titubait. Après l'enterrement, les gens commencèrent à se disperser un à un. Sergueï Ivanovitch resta là, debout, à contempler le monticule de terre fraîche. La terre rouge était encore humide et vibrante. Il demeura longtemps immobile. Voulait-il demander pardon? Ou voulait-il enfouir à jamais le secret de son crime dans cette terre? Sur le chemin du retour, l'air était suffocant dans la voiture. Galina Petrovna, trop faible, avait été emmenée plus tôt, ne laissant que Sergueï Ivanovitch et moi à l'arrière. Le chauffeur, un employé de la compagnie, n'osait pas dire un mot et conduisait en silence. Sergueï Ivanovitch appuya sa tête contre la vitre, les yeux fermés. Je savais qu'il ne dormait pas. Il fuyait la réalité. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai lancé une vieille vidéo de notre caméra embarquée. Pas les images de la nuit où il avait coupé les durites, mais de vieux enregistrements de nos voyages, où l'on riait. J'ai volontairement monté le volume. Le rire joyeux de Sergueï Ivanovitch emplissait la voiture. Chérie, souris. Je t'aime plus que quiconque au monde. Le son joyeux du passé résonna brutalement dans le présent douloureux. Sergueï Ivanovitch sursauta, ouvrit les yeux et fixa le téléphone que je tenais à la main. Qu'est-ce que vous faites? Éteignez-le immédiatement. Cria-t-il d'une voix rauque et paniquée. Je le regardais avec des yeux innocents. Je repense à de vieux souvenirs. Nous étions si heureux à cette époque. Tu étais si gentil, si amoureux de ta femme. Pourquoi tout a-t-il tant changé? Sergueï Ivanovitch m'a arraché le téléphone des mains, a éteint l'écran et me l'a jeté sur les genoux. Il respirait bruyamment. Ne parle pas du passé. Tu essaies de me rendre fou? Je ne veux pas que tu deviennes fou, dis-je calmement en prenant le téléphone et en le rangeant dans mon sac. Je veux juste que tu te souviennes de qui tu étais. Où est passé le vieux Sergueï? Où as-tu perdu ta conscience? Ma question n'était pas précise,
mais le sang de Sergueï Ivanovitch se glaça. Il se tourna vers la fenêtre et empoigna la poignée de la porte. Il avait peur de moi. Il commençait à craindre véritablement sa propre femme. Il ignorait ce que je savais et ce que je préparais. Mon ambiguïté était plus effrayante qu'une accusation directe. Alors que nous arrivions devant la maison, j'ai aperçu une voiture de police au portail. Le cœur de Sergueï Ivanovitch a dû s'arrêter. Il s'est figé, incapable de faire un pas vers la maison. Du coin de l'œil, j'ai vu son visage pâlir. « Écoute, nous avons des invités. Nous devons aller les accueillir, dis-je en lui donnant une petite tape dans le dos. » Sergueï Ivanovitch entra en titubant. L'inspecteur Pakomov et un jeune officier étaient assis au salon. L'inspecteur buvait du thé, l'air calme et détendu. En nous voyant, il se leva et hocha la tête. « Veuillez accepter mes condoléances. Encore une fois. Je comprends que c'est une période difficile, mais nous devons clarifier quelques détails pour finaliser cette affaire. » Sa voix était basse, mais son regard perçant parcourut le visage de Sergueï Ivanovitch. Ce dernier s'assit sur une chaise, les mains jointes sur les genoux pour dissimuler ses tremblements. Il prit une profonde inspiration et esquissa un sourire forcé. « Oui, bien sûr. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous coopérons pleinement. » Je me suis assise à côté d'eux et j'ai resservi du thé aux invités. Mon visage était celui d'une femme compréhensive et calme, comme il se devait. Je savais que le vrai spectacle ne faisait que commencer. L'inspecteur Pakomov ouvrit son carnet et en feuilleta lentement les pages. Le froissement des feuilles résonnait particulièrement fort dans le salon silencieux. Il s'arrêta et leva les yeux vers Sergueï Ivanovitch. « Sergueï Ivanovitch, dans votre première déclaration, vous avez indiqué que la voiture impliquée dans l'accident avait été révisée récemment. Vous souvenez-vous précisément du centre de service et de la date ?» Sergueï Ivanovitch hésita. Comment pouvait-il savoir? C'était moi qui m'étais occupé de la voiture, je l'avais emmenée au garage. Il ne s'était installé au volant que pour frimer. Il me regarda, cherchant à se racheter, et j'intervins doucement. Camarade enquêteur, la voiture a été entretenue dans un garage réputé de Tver. La dernière révision remonte à exactement 2 semaines. Je possède toutes les factures. J'en prends grand soin. Elle n'a jamais eu la moindre panne. Je me suis levé, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau, j'ai sorti un dossier et j'ai tendu un reçu neuf à l'enquêteur. Il l'a pris, l'a examiné attentivement et a hoché la tête. La voiture a été révisée, le système de freinage fonctionne correctement, et puis soudain les freins lâchent en plein col de montagne, c'est extrêmement étrange. Il se tourna vers Sergueï Ivanovitch, son regard se durcissant. Un examen sur place n'a révélé aucune trace de fuite de liquide de frein sur la chaussée avant l'accident. Cela signifie que les flexibles ont pu soit se rompre, soit être coupés brusquement au moment précis, soit être prémédités pour se rompre à ce moment précis. Sergueï Ivanovitch déglutit. Sa gorge le brûlait, sèche comme du papier de verre. Il se força à tenir bon. Quoi qu'essayez-vous de dire? Ça arrive, une voiture tombe en panne en roulant. On ne sait jamais quand la technologie va nous lâcher. Le matériel peut tomber en panne, dit l'enquêteur en refermant son carnet et en regardant Sergueï Ivanovitch droit dans les yeux. Mais nos spécialistes ont constaté que la coupure sur la durite de frein est très nette. Ce n'est pas une déchirure due à l'usure ou à un dommage naturel. On dirait qu'elle a été coupée. Le mot « coupé » explosa au milieu du salon comme une bombe. Le visage de Sergueï Ivanovitch devint livide. Le monde autour de lui se mit à tourner. Il voulait nier, hurler, mais sa langue était comme paralysée. Arrêtez ça! Ai-je hurlé, la main sur la bouche, feignant la stupeur. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? La voiture était toujours garée au garage. Personne n'aurait pu s'en approcher sauf. Je me suis interrompu. J'ai jeté un rapide coup d'œil à Sergueï Ivanovitch, puis j'ai immédiatement baissé les yeux, comme si j'en avais trop dit. L'enquêteur n'a pas manqué cela. Outre qui, Maria Androyevna? C'est important. Dites-le-moi, je vous prie. J'ai hésité, comme si je me sentais mal à l'aise. Oh rien. Je voulais juste préciser, seuls les membres de la famille ont accès au garage. Mais un membre de la famille ne ferait jamais une chose pareille, c'était peut-être un voleur ou quelqu'un qui cherchait à se venger de nous?
Ces mots semblaient être une attitude défensive, mais en réalité, ils poussaient Sergueï Ivanovitch à bout. Seule la famille y a accès. Ce soir-là, nous étions seuls à la maison. Je dormais. Sa mère, d'après lui, était âgée et faible. Le seul capable de prendre la pince coupante et de couper les tuyaux, c'était lui. L'enquêteur hocha la tête, une pensée fugace traversant son regard. Il se tourna vers le jeune officier. Notez-le. Nous devons vérifier les caméras de sécurité de la maison pour voir si quelqu'un était dans le garage la veille du départ de la voiture. Les mots « caméra » frappèrent Sergueï Ivanovitch comme un éclair. Il se souvint du système de surveillance de la maison. Avait-il désactivé les caméras cette nuit-là? Il se rappelait vaguement avoir coupé le disjoncteur du garage avant d'agir. Mais en était-il sûr? Avait-il oublié quelque chose dans sa tension? Y avait-il des caméras alimentées par le système de secours dont il ignorait l'existence? Son visage se décomposa. Il agita précipitamment les mains. La caméra du garage ne fonctionne plus depuis longtemps, camarade enquêteur. Nous n'avons toujours pas eu le temps de la réparer. Je me suis retourné brusquement pour lui faire face, les yeux écarquillés. Chérie, mais j'ai appelé un réparateur pour le réparer. Tu as oublié? Je l'ai même vérifié sur mon téléphone, l'image était très nette. Mon mensonge était comme un couteau en plein cœur. Je le poussai au pied du mur, juste pour voir sa réaction. En réalité, j'avais déjà copié l'enregistrement sur une clé USB secrète et effacé toutes les données du système le lendemain matin pour qu'il ne se doute de rien. Mais maintenant, je bluffais. Sergueï Ivanovitch me fixait avec des yeux emplis de haine et de peur. Il comprit que sa femme, autrefois douce et soumise, le poussait pas à pas vers sa mort. L'enquêteur a observé nos paroles contradictoires et a esquissé un sourire significatif. Les caméras fonctionnent donc correctement, Maria Andreïevna. Excellent. Nous allons vérifier les enregistrements. S'il n'y a pas eu d'intrus, le nombre de suspects sera très réduit. Il se leva et ajusta son uniforme. Nous vous laissons pour aujourd'hui. Nous reviendrons. Au revoir. Les deux policiers franchirent le portail. Seul Sergueï Ivanovitch et moi restâmes dans le salon. Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre le tic-tac de l'horloge. Sergueï Ivanovitch se tourna lentement vers moi. Son visage se crispa, sa voix siffla entre ses dents serrées. Tu veux que je meure? Pourquoi as-tu dit que les caméras fonctionnaient? Ne te calmeras-tu que lorsque je pourrirai en prison? Je n'avais plus peur. Je n'ai pas hésité. Je me suis redressé et je l'ai regardé froidement et sèchement. Sergueï, tu dis des choses étranges. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre des images des caméras. À moins que tu n'aies réellement touché à ma voiture. Sergueï Ivanovitch était muet. Il n'osait pas avouer. Il me regarda avec des yeux emplis d'impuissance et de haine. Il comprit qu'il était tombé dans le piège invisible que je lui avais tendu, un piège de silence, d'hypocrisie et de mensonges sournois et mortels. Il rugit de rage, sortit de la maison en courant, monta dans sa voiture et disparut. Tandis que je le regardais partir, je pensais, cours, Sergueï. Tu n'échapperas pas au piège céleste. Le châtiment ne fait que commencer. Après les funérailles d'Alina, la maison, déjà sombre, devint encore plus sinistre. La pluie cessa, le soleil fit son apparition, mais cela ne parvint pas à dissiper l'atmosphère étouffante qui pesait sur notre famille. Après les interrogatoires et cette dispute, Sergueï Ivanovitch se tut. Il partait tôt, rentrait tard, empestait l'alcool et m'évitait comme la peste. Quant à moi, je continuais à jouer le rôle de la belle-fille, le saluer le matin, veiller à ce que Galina Petrovna prenne ses médicaments le soir. Mais l'arbre aspire au silence, et le vent ne cesse de souffler. La santé de Galina Petrovna s'est brutalement dégradée après le coup dur la mort de sa fille. Elle gisait là, émaciée, mais chaque fois qu'elle me voyait, ses yeux s'illuminaient d'une lueur de colère. Elle avait besoin d'un exutoire pour sa douleur et sa rage et elle m'a choisi comme cible. Un matin, je suis entré dans sa chambre avec un bol de riz au lait sucré. À la porte, je l'ai entendu gémir et jurer. Oh, mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas pris celui qui était censé mourir au lieu de ma petite fille? Ce malheur est entré dans notre maison comme une belle-fille et a détruit notre famille. Je me suis arrêté. Ma main tremblait tellement que le bol a heurté la cuillère avec un bruit sourd.
J'ai pris une grande inspiration, j'ai refoulé l'humiliation au plus profond de mon cœur et je suis rentré. Maman, assieds-toi, mange un peu pour reprendre des forces. Tout est encore chaud. Galina Petrovna était allongée dos au mur. En entendant ma voix, elle se redressa brusquement et jeta par terre le bol que je tenais. La porcelaine se brisa dans un fracas et le liquide brûlant éclaboussa ma jambe. Mais la douleur physique était insignifiante comparée à la souffrance intérieure. Je n'en mangerai pas. Je n'ai pas besoin de ta pitié, hypocrite. Hurla ma belle-mère en me pointant du doigt. C'est toi. C'est toi qui as tué notre Alina? Tu savais que la voiture était cassée, et tu la lui as quand même donnée. Tu étais jaloux de ta belle-sœur. Tu avais peur qu'elle te demande de l'argent, qu'elle te prenne tes biens. Tu l'as tuée avec la complicité d'un autre. J'étais anéanti. Je savais que Galina Petrovna ne m'avait pas aimé depuis le premier jour de notre mariage, mais je ne pouvais imaginer qu'elle soit capable de proférer un mensonge aussi venimeux et honteux. Maman, pourquoi dis-tu ça? Sa gorge se serra. Comment ai-je pu faire du mal à Alina? Ma voiture a toujours bien fonctionné. Je ne savais pas qu'il y avait un problème. C'est tellement injuste. Injuste? Qu'y a-t-il d'injuste là-dedans? Hurla-t-elle. Vous êtes riche, et vous nous méprisez parce que nous sommes pauvres. Quand Alina a demandé une voiture, espèce de petit salaud avare, vous lui avez délibérément donné une épave pour qu'elle ait un accident. Vous ne pouviez pas la supporter, n'est-ce pas? Je vois clair dans votre jeu, c'est radin. Le bruit attira Sergueï Ivanovitch, qui se trouvait dans la pièce voisine. Il apparut sur le seuil et vit des éclats de porcelaine sur le sol, sa mère âgée qui hurlait et sa femme en larmes. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi y a-t-il autant de bruit ce matin? Demanda-t-il, fatigué et irrité. En voyant son fils, Galina Petrovna sembla reprendre des forces et se mit à pleurer encore plus fort. Mon fils, regarde ce que ta femme me fait. Elle veut ma mort pour se débarrasser de moi. Il ne lui suffisait pas de tuer ta sœur, maintenant elle veut tuer ta mère. Sergueï Ivanovitch me regarda d'un air complexe. Il connaissait parfaitement la vérité. Il savait que je n'étais pas la cause directe de la mort d'Alina, le véritable coupable de cette tragédie, c'était lui. Mais c'était un lâche. Il n'osait pas me défendre. Me défendre aurait signifié admettre que la panne de voiture n'était pas de ma faute. Et puis, laisser ma mère me haïr et me soupçonner était un moyen commode de détourner les soupçons de lui. Ça suffit. Nettoie et lave, dit-il d'un ton indifférent. Maman est en deuil. Tu dois la comprendre. Il se retourna, me laissa seul au milieu des débris et s'éloigna. Je me suis baissé et j'ai commencé à ramasser les morceaux un à un. Des larmes ont coulé sur le sol. Je ne pleurais pas par faiblesse, mais par apitoiement sur moi-même, par amour aveugle pour ma mère et par cruauté de mon mari. Maman, sais-tu que ton précieux fils, que tu protèges tant, est celui qui a poussé ta fille dans un ravin? Tu me traites d'assassin. Mais le véritable assassin vit sous ton toit, mange ce que tu lui prépares et t'appelle « maman ». La cruauté de ma belle-mère n'a fait que renforcer ma détermination. Je ne céderai pas. Je resterai ferme et j'attendrai de voir son regard sur son fils le jour où la vérité éclatera. Le 7e jour après la mort d'Alina, parents et voisins se réunirent pour la veillée funèbre. Galina Petrovna, malgré son épuisement, se força à se lever et à s'asseoir au salon. Elle voulait montrer à tous sa souffrance et profiter de l'occasion pour m'humilier publiquement. Après la cérémonie commémorative, alors que les gens buvaient un verre et parlaient à voix basse, Galina Petrovna se mit à sangloter et à parler pour que tout le monde puisse l'entendre. Notre famille est, semble-t-il, profondément malheureuse. J'ai élevé ma fille avec tant d'amour, et elle est partie sans même avoir eu la chance de me le rendre. Sa mort est tellement injuste. Elle conduisait une voiture qui valait des centaines de milliers d'euros, et soudain, les freins ont lâché. Je ne sais pas si la voiture avait un défaut ou si quelqu'un, par malveillance, a délibérément donné à sa belle-sœur une voiture en panne, provoquant ainsi une tragédie. Ces allusions firent instantanément taire le salon. Des regards curieux et compatissants se tournèrent vers moi où je versais simplement de l'eau. J'entendis un murmure. Elle parle de sa belle-fille. On dit que les riches sont avides. Les belles-sœurs, c'est comme les chats et les chiens. J'ai posé la carafe sur la table et me suis redressé calmement. Je savais que si je restais silencieuse, j'approuverais tacitement la calomnie.
mon honneur, et plus encore l'honneur de mes parents, m'interdisait de baisser la tête. Je me suis approché de ma belle-mère et j'ai joint les mains respectueusement. Maman et vous tous, mes aînés. Comme maman, j'ai le cœur brisé pour Alina. Elle était si jeune. Elle était de notre sang. Mais dire que je lui ai donné une voiture défectueuse est une accusation profondément injuste. J'ai regardé autour de moi. La voix était claire et ferme, sans tremblement. Comme vous le savez, cette voiture était le cadeau de mariage de mes parents. Je l'ai chérie comme un trésor et je l'ai entretenue régulièrement et méticuleusement. J'ai toutes les factures et tous les documents. Je peux vous les montrer tout de suite, si vous voulez. J'ai dû partir ce jour-là pour affaires, mais Alina voulait une belle voiture pour prendre des photos avec ses amis. J'ai cédé à sa demande, par affection. J'ai marqué une pause. Si j'avais su que la voiture était en panne, aurais-je pris le risque de la conduire moi-même? L'aurais-je confiée à ma belle-sœur, au risque d'être accusé de meurtre plus tard? J'ai regardé Galina Petrovna droit dans les yeux et j'ai continué d'une voix calme et triste. Maman, ça fait 5 ans que je suis arrivé dans cette maison comme ta belle-fille. Toi et Sergueï savez mieux que quiconque comment j'ai vécu. J'ai cuisiné, j'ai pris soin de toi, je n'ai jamais hésité à donner de mon temps. Je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour toi ou Alina. Comment peux-tu me mépriser à ce point? Je suis humaine, moi aussi. J'ai un cœur. Comment aurais-je pu tenter d'ôter la vie à quelqu'un? Mes paroles, sincères et logiques, ont apaisé les tensions. Les chuchotements se sont tus. Plusieurs voisins ont acquiescé. Maria a raison. Galina Petrovna, une si bonne fille, issue d'une famille respectable, comment a-t-elle pu? Oui, c'est le destin. Le malheur. Ne vous laissez pas submerger par le chagrin et ne blâmez pas inutilement votre belle-fille. Maria est la meilleure belle-fille de notre rue. C'est vous, Galina Petrovna, qui êtes trop stricte. Ma belle-mère était sans voix. Elle avait voulu se servir de l'opinion des gens pour m'humilier, mais elle s'était heurtée à ma sincérité et à mon raisonnement implacable. Son visage pâlit sous l'effet de la colère, mais voyant les regards compatissants que l'on me lançait, elle ne put poursuivre et se détourna. Sergueï Ivanovitch, assis dans un coin, observait la scène. La tête baissée, il était ruisselant de sueur. Il commençait à me craindre. Il avait compris, je n'étais plus la femme fragile qui pleurait en silence dans la cuisine. J'étais devenu comme le bambou, souple mais inflexible, incassable face à la tempête. Et surtout, j'étais du côté de la lumière, tandis que lui et sa mère s'enfonçaient toujours plus profondément dans les ténèbres. Après la veillée funèbre, j'ai demandé à Galina Petrovna et à Sergueï Ivanovitch la permission d'aller chez mes parents quelques jours pour me reposer. Sergueï Ivanovitch a immédiatement accepté. Il voulait m'éviter autant que possible. Il avait besoin de temps pour se calmer et réfléchir à sa réaction face à la police. J'ai pris un taxi pour aller chez mes parents. Dès que j'ai aperçu mon père, Andreï Pavlovitch, en train de tailler les buissons du jardin près de notre datcha, j'ai éclaté en sanglots comme un enfant. Toute la colère et la douleur que j'avais refoulées ont jailli. Mon père a laissé tomber le sécateur, a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Il n'a rien demandé. Il a simplement caressé mon épaule tremblante. Voilà, ma chérie. Tu es avec papa. Tout ira bien maintenant. Pleure autant que tu veux. Ce soir-là, dans le bureau de mon père, je lui ai tout raconté, la trahison de Sergueï Ivanovitch, sa cupidité et comment les caméras avaient filmé son sabotage nocturne. Je lui ai montré la clé USB contenant la vidéo que j'avais enregistrée en secret. Après avoir visionné les images, le visage habituellement doux de mon père s'est durci et ses yeux expérimentés se sont enflammés de colère. Il a frappé violemment la table. Monstre! Je me suis trompé sur l'homme à qui j'avais confié ma fille. Il n'a pas seulement mordu la main qui le nourrissait, c'est un démon, sans cœur ni âme.